Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas tourné de vidéo pour le podcast. Et aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo dans laquelle j'ai mis pas mal d'efforts. On va pas se mentir, quand je fais des podcasts en général, je les travaille pas exactement. Enfin, c'est-à-dire que c'est plutôt, j'ai un sujet dans ma tête, je me mets devant la caméra et ça déroule. Mais cette fois-ci, j'ai écrit un texte. Ouais, je suis très heureuse parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir pris cette idée de vidéo au sérieux et j'espère vraiment que ça vous plaira. Je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos avec constance, mais j'espère qu'on sentira une certaine différence avec mes autres vidéos qui sont beaucoup moins travaillées que celle-ci. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui j'aimerais parler d'amour et plus précisément la question à laquelle je me suis posée, à quel point est-ce que l'amour il peut te rendre aveugle. J'aimerais faire un petit disclaimer avant de commencer parce que même si quand je me suis posé la question de cette vidéo, je me prenais comme base d'appui sur mes propres expériences, cette vidéo, j'ai aucune envie de vous parler de mes expériences personnelles, ça va du tout, enfin ça va d'ailleurs être pas du tout le cas. Ce qui aurait pu être à la base un sujet très léger, voire je sais pas, romantique ou presque même futile ou superficiel. Au final, au fur et à mesure de mes recherches, ma vidéo, elle s'est plutôt transformée en essai politique. L'amour était fondamentalement lié au patriarcat et au capitalisme, et que je pouvais pas en fait faire une vidéo qui parle de ça, à mes consciences, sans justement aborder ces points qui sont en fait intrinsèques à l'amour et à la façon dont on l'aborde et on le consomme de nos jours. Je souhaite faire encore un deuxième disclaimer avant de commencer mon argumentaire et avant de vous présenter ma vidéo. Cette vidéo, elle ne sera ni neutre ni objective, malheureusement, car je me base sur mon propre vécu en fait de femme blanche et hétérosexuelle qui a grandi dans une société judéo-chrétienne. Et j'aurais aimé faire une représentation qui soit plus globale et plus neutre à cette question, mais malheureusement, la réponse que je vais vous donner aujourd'hui n'atteint pas forcément cet objectif. On peut commencer. D'ailleurs, il fallait que je le casse quelque part. Ce matin, je me suis fait mon propre café. Je vous mettrai une photo, quelque part, de mon petit latte art. Je précise que c'est du lait de coco et que c'est pas forcément évident. Et du coup, je suis très contente de me faire mon petit café à la maison. Donc, cheers to you et commençons. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je fais ça, donc en fait j'ai écrit mon petit texte mais je l'ai pas appris par cœur. Vous savez, c'était une semaine un peu compliquée, un peu remplie et du coup d'ailleurs aujourd'hui, je sais pas quelle heure, il y a moyen que ce soit midi. À midi, bon, de toute façon ce sera déjà sorti au moment où je sortirai cette vidéo. J'ai sorti une autre vidéo sur mon compte, une nouvelle vidéo sur mon compte principal que ça faisait aussi 6 mois. 6 mois? Non, c'est pas possible. Bah, je crois, si, ça faisait 6 mois que j'avais pas posté sur mon compte principal. Donc il y a une vidéo qui sort là sur ma chaîne principale. J'ai fait plein de montages, j'ai voulu créer plein de projets et j'essaye de faire plein de choses dernièrement. Demain, je pars à Bruges. Et donc c'était le dernier moment pour lequel je pouvais filmer cette vidéo. Donc je suis désolée, j'ai pas exactement appris mon texte par cœur, donc je vais devoir regarder un petit peu sur mon ordi de temps en temps. J'espère que vous me considérerez pas trop comme une fraude. Mais voilà, commençons. L'amour, c'est un sujet tellement important depuis des siècles et il domine absolument toute notre pop culture. On le retrouve partout, que ce soit au cinéma, dans nos écouteurs, dans nos bibliothèques, au musée. C'est partout. On parle d'amour partout. Dans toutes les chansons de vos chanteurs... Dans toutes les chansons de vos chanteurs préférés. Dans toutes les chansons de votre chanteur, de vos chanteurs, des chanteurs préférés. On rêve d'amour aussitôt qu'on arrive en maternelle. Enfin, je sais pas moi, mon premier pseudo-copain, j'étais en maternelle. Donc, c'est n'importe quoi. Quand on y pense, c'est n'importe quoi. On est tellement... Comment on dit? Propagandé? Non, comment on dit? On est tellement brainwashed, enfin, lavé du cerveau, quoi, que bref, ou alors il y a des gens qui diront non, mais en fait, du coup, c'est hyper naturel que dès le début, quand t'es censé do nothing, que genre j'avais 4 ans, tu vois, donc, enfin bref. On peut clairement dire que hiérarchiquement, l'amour, il est mis sur le piédestal, que ce serait la relation la plus importante de ta vie, même au-dessus de tes parents, de tes frères et sœurs, de ta famille, de tes amis,
Le plus important, c'est ton compagnon. Ta compagnon, ça se dit pas. Ton compagnon. Et pourtant, ce qui est très drôle, c'est que on ne nous éduque pas exactement à l'amour. Laissez-moi y venir. On est éduqué, d'une certaine manière, à l'amour, mais pas de manière neutre. Ce que je voulais dire, c'est que plutôt à l'école, on va nous apprendre à compter l'algèbre, les mathématiques, mais on nous apprend pas à communiquer avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on a du mal à s'exprimer. On va nous apprendre la philosophie, mais on va pas nous apprendre à gérer une rupture douloureuse. C'est ce genre de truc, on nous apprend pas, ça se passe pas à l'école ça. Je trouve qu'il y a une autre éducation qui peut arriver d'autres sphères en fait, qui soit pas une sphère neutre, par exemple les réseaux sociaux. Moi j'ai eu ma période où sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok, mais je pense maintenant Instagram aussi, enfin vu qu'il y a les mêmes contenus sur les deux, je pense que par jour je devais tomber sur une bonne centaine de vidéos de dating advice différentes. C'est énorme. Je trouve qu'on nous vend trop à chaque fois des dating advice qui sont éclatés au sol. Faut vraiment faire attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je divague déjà, mais on nous raconte un bon lot de bêtises. Voilà. Très souvent, ces vidéos, elles vont te montrer comment attirer les hommes à coup sûr, hein, comment faire en sorte que ton mec ne te quitte pas, comment le garder heureux. Plus j'y repense maintenant, je trouve que c'est des conseils qui sont tellement délétères parce que ça t'invite et ça te demande en fait de complètement changer qui tu es pour pouvoir plaire à quelqu'un d'autre. On te dit souvent, je vais reprendre des clichés un peu, on te dit d'être froide, mystérieuse, de pas donner l'heure, alors que à tout moment t'es quelqu'un qui est totalement différente de ça. Et je trouve que du coup, on pose les bases d'une relation en étant quelqu'un qu'on n'est pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas, c'est des conseils éclatés au sol et faudrait pas que les gens écoutent ça. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté où on t'invite à jouer un rôle, exactement, un rôle que tu n'es pas réellement, pour pouvoir plaire à d'autres. Et si on parle des hommes, par exemple, je trouve que dernièrement, ça se montre beaucoup avec tout ce qui est performative male. Je sais pas si vous avez vu la tendance tourner, mais que c'est des hommes qui vont, voilà, exactement, performer pour attirer une gente féminine, en n'étant pas ce qu'ils sont en fait, en n'étant pas réellement ce qu'ils sont et en jouant un rôle. Ça m'a aussi fait beaucoup penser au livre de Sherry Argov, je sais pas si vous le connaissez, je pense que oui, tout le monde en a entendu parler. Le livre s'intitule Why Men Love Bitches. Personnellement, je l'ai pas lu. Je suis tombée sur quelques extraits en fait quand j'ai fait mes recherches. C'est censé être un livre de développement personnel pour les femmes, mais je trouve qu'il est pas marketé comme tel, et je pense que c'est totalement fait exprès. Et donc peu importe, je ne sais pas exactement la morale de ce livre, mais tout ce que je veux dire par ce point-là, c'est qu'il y a quand même un livre qui a été best-seller, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, c'est énorme, et que ce livre est un livre de probably dating advice pour les femmes à la recherche d'hommes. Et tout ça pour dire que l'amour, ça vend. C'est cash. Je fais encore un dernier disclaimer. Mes chers spectateurs, mâles, je ne souhaite pas vous exclure de cette vidéo. Mais je pense, sincèrement, qu'on peut tous se mettre d'accord, laisser de côté vos expériences personnelles douteuses, vos relations qui se sont mal passées, qui sont très spécifiques à vous, et essayer plutôt de penser à quelque chose de général. On peut peut-être s'accorder tous ensemble pour dire que les femmes sont les grandes délaissées de l'amour. Ou en tout cas, celles qui donnent et qui s'investissent sans forcément recevoir quoi que ce soit en retour. Il est vrai que quand on grandit, on nous apprend que l'amour, mais plus spécifiquement l'amour d'un homme, ou le désir, l'attention d'un homme, c'est la réussite d'une vie. Je vais même aller plus loin en disant qu'on nous apprend qu'une femme n'est pas complète sans un homme. Il lui manque quelque chose en fait, une partie d'elle. Toute sa valeur, elle se retrouve dans l'opinion de l'homme. Et il est vrai que jusqu'à encore récemment, la grande aspiration dans la vie d'une femme, c'était de se marier pour ensuite former une famille nucléaire. À cette époque-là, les femmes, elles n'avaient pas exactement le choix de se marier. C'était pas forcément quelque chose qu'elles voulaient. Et même d'ailleurs, c'était pas forcément le partenaire avec qui elles terminaient n'était pas forcément quelque chose qu'elles décidaient en fait. Le mariage était imposé. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme,
mais surtout pour la femme. Parce qu'il faut pas oublier que ce n'est que vraiment à partir du 19e siècle que le mariage d'amour devient socialement accepté et commence à devenir la norme dans les pays occidentaux. Les femmes étaient donc élevées, et je pense qu'elles le sont encore, pour l'amabilité, l'agréabilité et l'accommodation. En gros, dire oui à tout avec le sourire. Le but, c'était de créer de parfaites épouses, femmes au foyer et mères futures. Et selon moi, il est évident qu'il y a encore de gros vestiges en fait de cette éducation qui est toujours très active de nos jours. D'ailleurs, je suis tombée sur un livre de Silvia Federici qui s'appelle Wages Against Housework. C'est un livre qui parle des femmes au foyer et du capitalisme, etc. Et je vais vous citer un extrait qu'elle dit: « Les tâches ménagères devaient être transformées en un attribut naturel plutôt que d'être reconnues comme un contrat social, parce que, dès le début du projet du capitalisme pour les femmes, ce travail était destiné à ne jamais être rémunéré. Le capitalisme a dû nous convaincre que c'est une activité naturelle, inévitable et même épanouissante pour nous faire accepter notre travail non rémunéré. Dans ce sens, la condition non rémunérée du travail ménager a été l'arme la plus puissante pour renforcer l'hypothèse commune selon laquelle le travail ménager n'est pas un travail. Nous devons admettre que le capitalisme a été très habile pour camoufler le fait que notre travail ménager, c'est du travail. En n'accordant pas de salaire pour ce travail et en transformant ce travail en un acte d'amour, le capitalisme a fait d'une pierre deux coups. Tout d'abord, il empoche une quantité incroyable de travail gratuit, avec la reproduction de la force de travail, tout en s'assurant que les femmes, loin de lutter contre ce travail, s'imaginent que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Ensuite, il a embrigadé également le mâle travailleur, en lui donnant quelqu'un à asservir, après qu'il ait dû lui-même tant servir à l'usine et au bureau. » Je trouve ça super intéressant en fait ce qu'elle dit là, et ça nous montre que pendant des siècles, on a essayé de faire croire et on a fait croire que le rôle de la femme était purement d'être mère au foyer, mais plus que ça, que c'était son rôle naturel et même son rôle biologique. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, le rôle de genre, les rôles de genre, et surtout dans notre société très hétéronormée et patriarcale, sont directement liés à l'amour et à la manière dont on aborde l'amour. Et en fait, ça fait plus rêver. Et on le voit de plus en plus, par exemple, avec la soi-disant épidémie de solitude masculine. Mais ce qui est drôle, c'est que d'un point de vue personnel, les relations donc comme ça, comme je vous disais, ne donnent plus trop envie. Mais d'un point de vue personnel, je trouve que en tant qu'individu, on rêve toujours autant d'amour. C'est toujours autant ancré en nous. Probablement parce que tout au long de notre éducation, on nous a souvent vendu des histoires d'amour qui étaient complètement détachées de la réalité, pleines de passion, de sentiments déraisonnables, comme une sorte d'ivresse romantique. Et, et rien que la légende des âmes sœurs, en fait. Enfin, c'est complètement fou. Moi, je trouve ça adorable. C'est une croyance que je trouve très mignonne et je comprends. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de réexplication en fait de cette croyance, mais sous prétexte que ton partenaire serait ou même pourrait être ton âme sœur, je trouve que ça laisse le passe-droit à tout, en fait. Tu acceptes tout de cette personne. Parce qu'en fait, c'est tellement important de trouver ton âme sœur et tu te dis, si c'est mon âme sœur, en fait, je peux pas me séparer de cette personne, il faut que je l'aime, tu vois. Mais sauf que si le mec, ou la meuf, tu vois, te traite super mal, ce serait un passe-droit pour dire que peu importe que je me sente mal aimée, c'est mon âme sœur, tu vois. Et du coup, quand je parle de la croyance des âmes sœurs, je me dis, mais en fait, c'est pas l'amour qui rend aveugle, enfin, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous rendons aveugles, c'est pas possible. Il était important pour moi dans cette première partie de parler de religion. Encore aujourd'hui, notre société est toujours dictée par les croyances judéo-chrétiennes. Dans la religion, on ne se marie qu'une seule fois. C'est d'ailleurs, je pense, le but du mariage, à la vie, à la mort. Et donc dans cette idéologie de n'avoir qu'un seul partenaire pour la vie, la pression de choisir est tellement importante. Et surtout quand on se marie à un si jeune âge, dans certaines religions, on se marie très jeune parce que on a envie d'avoir une relation, on a des sentiments pour une personne,
Et vu que pour que ce sentiment soit accepté, il faut directement passer au mariage, je sais que c'est plus forcément le cas, surtout dans la religion chrétienne actuelle qui est devenue très laxiste à ce niveau-là, et je dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'il y a d'autres religions où c'est beaucoup plus prononcé en fait comme obligation. On va presser en fait le choix de trouver la bonne personne, et je pense que malheureusement, je trouve dans chaque histoire de chaque personne, en général, la première personne qu'on rencontre est la première personne pour qui on va développer des sentiments et avec qui on va peut-être décider de s'engager. Bah, c'est rarement la bonne personne en fait. Ça se passe rarement très bien. Ça peut, je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver, mais c'est très rarement le cas. Très rarement. Enfin, je connais pas tant d'histoires que ça où c'était le premier amour et l'amour de toujours, quoi. Parce que bah, c'est vrai que quand on commence une relation, et spécifiquement, comme je vous avais dit, qu'on n'est pas éduqué à ça, et ben on s'éduque nous-mêmes, si on y arrive, au fur et à mesure de nos relations, en fait. Et quand on se heurte à nos premières relations, bah c'est compliqué, il y a des réalités qu'on nous avait pas dit. Parce qu'une relation, bah, c'est pas forcément évident de la faire fonctionner. Et souvent, ce qu'on se rend pas compte, c'est à quel point nous-mêmes, on doit grandir sur nos croyances, sur l'amour, avant de pouvoir commencer une relation qui soit saine et qui puisse fonctionner. Après, forcément, hein, il y avait beaucoup de mariages religieux auxquels c'était pas un amour qui était passionnel, étant donné qu'on ne choisissait pas notre partenaire. C'était un amour qui s'apprenait, et je pense que ça, c'était différent et ça fonctionnait mieux. Mais c'est pour ça que le mariage d'amour est beaucoup plus compliqué en fait, c'est parce que c'est plus cette institution familiale, c'est basé sur des sentiments en fait maintenant, et ce qui rend les choses tellement plus compliquées à naviguer, je trouve. Et enfin, ce que je trouve un peu de problématique dans la croyance du mariage, c'est cette croyance tenace qu'une bonne relation serait une relation qui dure. Et c'est quelque chose auquel je crois pas du tout. Je pense qu'une relation est qui dure, c'est très joli parce que ça te permet de voir l'évolution d'une personne, de la voir grandir. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très beau derrière tout ça. Je parle de ça, que ça soit une relation romantique, que ça soit une relation amicale, peu importe, que ce soit comme une relation professionnelle, en fait. C'est important de savoir quand les gens fonctionnent ensemble et quand ils fonctionnent plus. Et de pas se forcer à rester avec une personne seulement sous prétexte que bah, ça fait longtemps qu'on se connaît si la relation ne fonctionne plus. Le fait que le divorce, surtout dans la religion, le divorce ne soit pas une option, donc la séparation n'est pas une option. On dit oui, mais maintenant, la génération de maintenant, elle se sépare au bout du premier obstacle. Mais je parle même pas forcément de ça, en fait, je parle du fait que derrière cette idée, il faudrait tout accepter, même si la personne en face ne change pas sa position. Et je pourrais même aller plus loin et parler de violence conjugale. Je pense qu'il y a de grandes choses à revoir dans la manière dont on aborde l'amour, et le mariage en est un, et que des fois la séparation doit être nécessaire. Et une relation qui dure ne veut pas dire que c'est une bonne relation. En 1804, le Code civil de Napoléon établit, entre autres choses, le cadre juridique de la famille. La femme mariée ne peut ni étudier, ni travailler, disposer de biens ou d'un salaire, sans avoir l'accord de son mari. Ce code civil institutionnalise clairement l'infériorité des femmes qui, je cite, doit obéissance à son mari. Et il faudra attendre plus d'1 siècle pour voir évoluer les choses. C'est la loi du 13 juillet 1965 qui marque un tournant dans l'histoire du féminisme, mais aussi indirectement dans celle du mariage. Suite à cette loi, les femmes peuvent être désormais indépendantes financièrement, peu importe leur statut marital. À côté de ça, et puis je pense intrinsèquement à ça, c'est aussi l'époque de la révolution sexuelle. Donc la révolution sexuelle, c'est un mouvement qui a eu une importance considérable dans les années 60, qui a prôné l'égalité des sexes, la reconnaissance de la sexualité non reproductrice, la légalisation de la contraception et de l'avortement. Et entre autres choses, cette révolution, elle a permis aux femmes, mais pas seulement en fait, de reprendre le contrôle sur leur corps. C'était un mouvement qui était fondamentalement très féministe. On peut noter aussi surtout que les femmes, en fait, à cette époque-là, elles s'émancipent de plus en plus. Enfin, on peut aussi citer le droit de vote, on peut aussi, du coup, oui, citer le droit à l'avortement, qui est voté à peu près dans cette décennie. Mais donc, les femmes commencent à avoir de nouvelles ambitions.
elles commencent à vouloir poursuivre et posséder une carrière professionnelle qui leur appartiennent à elles. Le rôle de mère au foyer, il paraît plus si épanouissant et attirant que ça en fait. Si la femme a désormais une vie professionnelle active, qui va bien pouvoir s'occuper de la maison, de faire à manger et de s'occuper des enfants? Comment faire pour que cette société capitaliste basée sur un système traditionnel de famille nucléaire, comme on l'a vu avant, puisse continuer à fonctionner? Est-ce que ces femmes, en plus de faire le travail en dehors de la maison, devraient tout autant faire le travail ménager? Et si en fait, ces dernières se rendaient compte que l'indépendance c'était beaucoup plus sympa que les chaînes du mariage? En suivant notre logique capitaliste qu'on a utilisée précédemment, faudrait créer quelque chose pour remédier à ça, pour que dorénavant les femmes en fait elles ne subissent plus le mariage, mais en fait elles le désirent. Voilà, on brainwash everyone. Voilà. Le mariage, t'avais pas le choix. Maintenant, t'as plus trop envie, mais du coup on va te donner l'envie de te dire que c'est la seule chose que tu veuilles. Très bien expliqué ça. Avant, le mariage c'était un choix imposé, et maintenant, c'est ton désir le plus précieux. C'est ton, et je cite, rêve de petite fille. Ou de petit garçon d'ailleurs, mais je crois que je l'entends beaucoup moins quand même. Je l'entends beaucoup moins. Enfin, toutes les meufs qui disent « Ah non, mais me voir dans une robe blanche, c'est vraiment mon rêve de petite fille. » D'accord, pourquoi? Une tenue d'astronaute, pas trop. Une tenue de chercheuse d'os de dinosaures, pas trop. Pourtant, les mecs, ça y kiffe. Hein. Les dinosaures, ils adorent ça. Je sais pas pourquoi. Donc c'est là que l'art et les médias rentrent en jeu. Entre les princesses Disney, les romans à l'eau de rose, les comédies romantiques des années 80 et 90 là, on sait très bien, vous savez très bien de quoi je parle, on est assommé d'histoires amoureuses, hétéronormées, fantasmagoriques, qui n'ont aucun rapport avec la réalité des choses, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a une sorte de désillusion incroyable. L'éducation à la Disney, ça nous fait devenir des hopeless romantics qui vont attendre à jamais notre prince charmant, notre beau prince charmant qui vient venir nous sauver de notre vie nulle avec qui on va pouvoir vivre heureux pour toujours et avoir plein d'enfants dans cette économie. Mais des histoires comme ça, on en connaît des centaines. Le problème, c'est que ces contes, l'histoire, la morale qu'ils nous apportent, elles sont super pernicieux en fait. Ils normalisent, et j'ose même dire ils romantisent, certains comportements qui sont malsains, voire totalement incorrects et inacceptables. Comme par exemple le non-respect du consentement dans La Belle au bois dormant, le fait de suivre un total inconnu, un parfait inconnu, un nobody, et quitter littéralement toute sa vie pour un mec que tu connais pas, avec qui tu n'as jamais parlé. Dans La Petite Sirène, c'est normal ça. Mais encore, tout simplement, la romantisation de la violence conjugale dans La Belle et la Bête. Enfin, le mec séquestre la meuf. C'est correct ça? Je crois pas. Non. D'ailleurs, on appelle ça le syndrome de... Comment on appelle ça? Le syndrome de Stockholm. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Et on dit que c'est une femme qui tombe amoureuse de son agresseur. C'est faux! Il a été prouvé que cette meuf, en fait, n'est jamais tombée amoureuse de son agresseur. Elle a fait semblant pour pouvoir s'en sortir vivante. On va arrêter de nous faire croire des folies. Celle-là, là, cette belle. Voilà, parce qu'apparemment, elle était que ça. Que belle. Et l'autre, il était bête. Mais elle aussi, peut-être, en fait. Le problème, en fait, c'est que du coup, tous ces films qu'on fait regarder à des jeunes générations, et pas que d'ailleurs, derrière ces petites histoires d'amourettes adorables avec ces petites princesses égarées, ça cache une soumission féminine, blattante et banalisée. Et forcément, à chaque fois qu'on regarde ces films, on en tire une sorte... inconsciemment, on en tire une sorte d'éducation en fait des relations amoureuses et de la manière dont nous on doit les vivre et dont nous on doit les attendre. Ça modifie et ça influence nos attentes personnelles sur les relations ensuite que nous allons vivre dans notre propre vie, qu'on le veuille ou non. Et c'est très drôle parce que statistiquement et scientifiquement, on peut facilement voir l'impact de ce genre de film
sur la population. Par exemple, en 1992, Michel Boson, il fait une étude. Michel Boson, c'est un sociologue et un ethnographe, et il observe en fait l'érosion du mariage traditionnel. Il observe cette érosion en fait dans les années 60, avec tout le mouvement de la révolution sexuelle. Il voit que dans les années 80, le mariage, il continue grandement à perdre du terrain face aux relations libres. Les gens vivent ensemble et aiment toujours, mais ils ne se marient plus. Le mariage a beaucoup moins d'impact, de popularité auprès de la société française, là en l'occurrence. Et pourtant, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, les travaux ethnographiques de Martine Seyalen annoncent une remontée remarquable de la popularité du mariage et de son importance auprès des couples. Bah du coup, dans les années 90, hein. Coïncidence, hein. Non, très peu pour moi. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur un article très intéressant de Célia Sauvage qui parle de l'impact des Disney, mais aussi des Pixar, sur les enfants. Et donc elle affirme que, je cite, « Les jeunes adolescents interrogés ont déclaré que la mise en place d'une éducation relationnelle les aiderait à acquérir de meilleures compétences pour gérer la communication et les conflits, tandis que d'autres ont estimé que l'influence des contes de fées et des Disney en particulier pourrait avoir des conséquences sur les rôles et les attentes dans les relations. » C'est un peu ce que je racontais dans la première partie de cet épisode. Mais elle ajoute aussi qu'elle a aussi compris que leurs analyses étaient une mine d'or socioculturelle. On admet aujourd'hui plus facilement que la culture populaire est politique, qu'elle produit des objets qui ne sont pas neutres idéologiquement. Les dessins animés, et particulièrement ceux produits par Disney et Pixar, représentent l'exemple le plus populaire, le plus massivement consommé par un public international. Walt Disney a toujours assumé la dimension pédagogique de ses films. D'ailleurs, Walt Disney crée des leçons de vie morale pour un jeune public dans un parcours d'éducation. Tous ces choix de représentation ont un impact sur notre vision du monde, notre rapport aux autres, la construction de nos pensées dans la vie courante hors écran, ce qui les rend de facto politiques. Les dessins animés nous éduquent autant que nos parents, l'école, nos copains, et le dernier cliché qui peine à changer, l'amour unique et éternel, le fameux « They lived happily ever after ». Les romances Disney ne connaissent pas les ruptures, les remariages ou les familles recomposées. Tout ça pour dire que Walt Disney avait une idéologie très marquée et que c'est très important d'aborder ses œuvres en ne séparant pas l'artiste de l'art. Son dernier point, il me fait totalement revenir sur ce que je disais dans ma première partie, qu'une bonne relation en fait est une relation qui dure, et définitivement donc l'idéologie de Walt Disney, elle suit totalement cette propagande. Quand on parle de médias, de nos jours, on peut pas ne pas mentionner les réseaux sociaux qui ont une importance phénoménale. On en consomme même peut-être plus que tout autre type de médias confondus maintenant. Et je pense que ça a un grand rôle, et ça joue un grand rôle en fait sur notre vision du couple actuel. Parce qu'on a énormément de couples qui vont s'afficher sur les réseaux sociaux, mais ces derniers ils vont généralement montrer qu'une image incomplète, transformée, performée, et même idéalisée en fait de la relation amoureuse, mais surtout de leur relation amoureuse. Et forcément, vu que je dirais qu'on a plus tendance à croire les réseaux sociaux parce que ce sont censés être des gens comme nous, c'est pas quelque chose que tu vois au cinéma, je pense que ça impacte d'autant plus notre vision et nos attentes sur nos propres couples ensuite dans notre vie à nous, et sur aussi nos attentes de l'amour. Mais pourtant, il doit bien y avoir une raison scientifique derrière notre soi-disant cécité amoureuse. Quelque chose de plus concret qui pourrait expliquer pourquoi, quand on tombe amoureux, notre cerveau efface complètement les défauts de notre partenaire. Et en faisant mes petites recherches, j'ai réussi à trouver plusieurs études qui répondaient à cette question. Comme par exemple les travaux d'Hélène Fisher. Fisher est une anthropologue biologique qui a mené des recherches approfondies et qui a écrit 6 livres sur l'évolution et l'avenir de la sexualité humaine, de l'amour, du mariage, des différences cérébrales entre les sexes et de l'influence de la personnalité sur l'identité et des relations amoureuses. Fisher, elle souhaitait combattre la croyance comme quoi l'amour ferait partie du divin, du surnaturel, alors qu'au contraire, l'amour et ses effets seraient directement liés au fonctionnement de notre cerveau. L'amour et le désir sexuel seraient aussi importants pour nous, car ils nous servent à maintenir l'espèce humaine. Fisher affirme que dans notre cerveau, le système limbique est le centre des récompenses, c'est-à-dire
la partie du cerveau qui participe à la création de la dopamine, s'active lorsque nous sommes amoureux. Notre cerveau sécrète également de la noradrénaline, un neurotransmetteur qui intervient dans la gestion du stress, par exemple, et qui impacte notre rythme cardiaque et notre pression artérielle, et qui renforce aussi notre désir amoureux, et qui nous rend nerveux en fait face à la personne qu'on aime. Simultanément, on peut remarquer que d'autres parties du cerveau s'endorment ou se désactivent. On peut noter une activité réduite dans le cortex frontal, qui est la partie du cerveau qui contrôle, entre autres choses, certaines de nos capacités, comme l'exécution de tâches motrices, du jugement, de la pensée abstraite, la créativité et du maintien de la convenance sociale. Cette découverte permettrait d'expliquer pourquoi nous sommes aveuglément amoureux et nous ne voyons pas les défauts de nos partenaires. Et ce, surtout au début de la relation. Fisher va même jusqu'à affirmer que les relations amoureuses et aussi beaucoup, surtout les ruptures amoureuses, auraient un effet addictif sur notre cerveau. En effet, ces études lui ont montré que les cerveaux des gens amoureux ou en train de vivre une rupture amoureuse activaient les mêmes zones que ceux des gens qui souffraient d'une addiction à la drogue ou à l'alcool, par exemple. Et le neuropsychologue Dave Ellenberg s'accorde sur la pensée d'Helen Fisher. Selon lui, l'effet narcotique de l'amour serait encore plus fort que celui d'une drogue, et ce qui expliquerait en fait les dépendances affectives. Il dit que quand on aime, on devient dépendant de l'être aimé et que les molécules chimiques euphorisantes comme la dopamine, l'ocytocine et l'adrénaline sont libérées. Et ce serait pour ça qu'on se sent bien lorsqu'on est proche de l'être aimé, car le lien d'attachement mère-enfant est renforcé par cette même hormone, l'ocytocine, ce qui donc participe au sentiment exclusif souvent ressenti lorsqu'une personne est amoureuse. D'où la croyance que l'amour serait unique, qu'on n'aimerait qu'une seule personne. Ellenberg affirme lui aussi que le sentiment amoureux désactive certaines parties de notre cerveau. Ces études révèlent que l'amour désactiverait 3 régions du cerveau. La zone du cerveau liée aux émotions négatives et à la dépression, celle liée à la peur et à l'agressivité, et celle associée au jugement critique. C'est une autre recherche qui tend à prouver que nous serions donc destinés à être biologiquement aveuglés. Outre la neuroscience, on peut citer des travaux de psychanalyse, comme par exemple la théorie du transfert. C'est lorsque les sentiments, les désirs et les attentes d'une première relation sont inconsciemment transférés dans une nouvelle relation. Ces premières relations peuvent venir d'aussi loin que celles avec nos parents ou des personnes qui ont joué ce rôle dans notre vie. Car l'inconscient va souvent pousser les individus à reproduire des schémas qui sont familiers, même si ils sont douloureux pour tenter de les maîtriser et ou de les résoudre. En d'autres termes, le choix de notre partenaire ne serait donc pas le fruit du hasard ou d'un amour aveugle, mais bel et bien le reflet de problèmes non résolus, de dynamiques provenant de notre enfance, et de trauma. Pour le retransmettre dans notre pop culture, ça fait référence à des termes qu'on utilise souvent comme les daddy issues ou les mommy issues. Dans ses multiples recherches, Philippe Bromberg, psychologue et psychanalyste, suggère que les perceptions transformées ou les soi-disant cécités amoureuses seraient bien plus fréquentes chez les personnes ayant eu des principaux liens d'attachement qui étaient problématiques et qui impliquaient la dissociation d'expériences négatives. C'est-à-dire lorsqu'un individu se détache de ce qu'il est en train de vivre, de ce qui lui arrive, comme mécanisme d'autodéfense émotionnelle contre les traumas. Le traitement de Bromberg consistait alors à se reconnecter aux sentiments et aux fantasmes exclus de la conscience de l'individu et à affronter la douleur et la déception liées à l'incapacité de nos figures d'attachement présentes ou passées, donc de nos parents ou de nos partenaires actuels, à nous aimer comme nous en avions besoin. Selon Bromberg, on voudrait tellement aimer et être aimé que notre cerveau va jusqu'à oublier que la personne, que notre partenaire en fait nous fait du mal. Il ajoute que, je cite, « Apprendre à aimer sans illusion ou avec peu d'illusion, c'est aussi faire son deuil. Il nous faut renoncer à l'illusion d'atteindre l'amour parfait, tant désiré et jamais connu. Alors seulement peut naître l'espoir de nouvelles expériences où aimer signifie voir et connaître l'autre véritablement après s'être vu et connu soi-même. » Le psychiatre et professeur en psychiatrie Michel Reynaud explique que nous serions programmés pour être dépendants de l'être aimé car nous sommes conditionnés par le besoin. L'état amoureux nous fait du bien, mais il aurait, selon le psychiatre et psychothérapeute François-Xavier Pouda, des effets pervers, notamment par leur côté hallucinatoire.
Fouda avance que l'on ne verrait l'autre uniquement par ce que l'on projette sur lui. Je cite, c'est la base même de la passion, de l'état amoureux. Nous minimiserions les défauts de notre partenaire, nous modifierions nos propres comportements et nous n'hésiterons pas à mentir sur nous et sur nos goûts pour intéresser l'autre davantage. Il dit, je cite, c'est le temps du mensonge et personne n'y échappe. Et j'aimerais même ajouter qu'on ne voit jamais vraiment les gens pour qui ils sont réellement, mais bien plus pour qui nous sommes. Nous les voyons et nous les ressentons à travers nos yeux, nos ressentis, nos expériences et nous ne sommes jamais vraiment objectifs. Je suis pas sûre que nous puissions jamais l'être. Autrement, les neurosciences apportent également des preuves à l'appui du point de vue psychanalytique. Les études sur l'attachement et le développement du cerveau montrent que les expériences précoces avec les personnes qui s'occupent des enfants peuvent façonner le câblage du cerveau et influencer la façon dont nous réagissons à l'amour et aux relations à l'âge adulte. Par exemple, des recherches ont montré que les personnes ayant eu un passé d'attachement sécurisant ont des réponses cérébrales différentes à l'amour et au stress par rapport à celles qui ont eu un attachement insécurisant. Ces résultats suggèrent que les schémas que nous formons pendant l'enfance sont profondément ancrés dans la structure et le fonctionnement de notre cerveau, influençant nos relations à l'âge adulte à un niveau biologique. Ces différentes études nous permettent de montrer que l'amour n'est pas vraiment aveugle, mais plutôt conditionné par notre passé. Et cela peut être libérateur, mais peut-être aussi un peu décourageant. Car on nous a appris que l'amour était passif, on tombe amoureux, alors que c'est tout le contraire. En réalité, c'est très actif. L'amour se travaille continuellement. Et la partie la plus difficile à accepter, au fond, c'est à quel point c'est sur nous qu'on doit travailler. Car, comme le dit Shams Tabrizi, cité par Elif Shafak, l'art d'aimer est aussi un art de se transformer soi-même. La quête de l'amour nous transforme, il n'y a aucun chercheur parmi ceux qui cherchent l'amour qui n'est pas mûri sur le chemin. Au moment où vous commencez à rechercher l'amour, vous commencez à changer en dedans et en dehors. Il est facile d'aimer la perfection, la difficulté consiste à aimer l'humain avec son bon côté et son mauvais côté. On connaît principalement autant que l'on aime. L'amour est un voyage, tous les voyageurs, qu'ils le veuillent ou non, sont changés. Personne ne peut voyager dans l'amour et rester le même. Parce qu'aimer est un apprentissage, nous avons aujourd'hui besoin de désapprendre pour réapprendre à aimer. Nous avons besoin de dépolluer notre imaginaire de l'amour, du couple, du mariage et de la famille auquel nous avons été éduqués. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en stress parce que ma caméra est en rouge là. C'est la première fois que je me donne autant pour un projet et j'espère que ça se ressent. J'avoue, j'étais un peu fatiguée sur la fin, donc j'espère que c'est pas trop dérangeant, que j'ai beaucoup trop lu mes notes. Ça me ferait énormément plaisir de savoir quel est votre avis sur la question, de me partager vos points de vue. Ça pourrait être très cool. De me dire aussi ce que vous en avez pensé. J'ai aussi mis quelques sources et quelques lectures qui pourraient être intéressantes pour approfondir ce sujet-là en barre de description si ça vous intéresse. Sur ce, on se revoit très vite pour un nouveau sujet et je vous remercie encore une fois. Passez une très bonne journée, passez une très bonne nuit et merci beaucoup. Bisous!